La pluie martelait les fenêtres du Murphy's Diner avec une fureur implacable qui semblait correspondre à l'épuisement gravé sur chaque trait du visage de Sarah Jones. À 62 ans, elle se déplaçait dans les allées exiguës entre les banquettes en vinyle avec l'efficacité acquise par quelqu'un qui avait passé près de 4 décennies à servir du café et à réconforter des inconnus. Ses chaussures orthopédiques grinçaient en haut sur le sol en linoléum à carreaux, un bruit qui était devenu la bande sonore de sa vie. Ce n'était pas censé être son histoire. Ce n'était pas la retraite dorée qu'elle avait imaginée après avoir élevé 3 enfants et travaillé tous les quarts de travail possibles dans le même restaurant pendant 28 ans. La ruée du soir avait été particulièrement brutale. Un bus rempli de voyageurs bloqués avait débarqué dans le petit établissement lorsque leur véhicule était tombé en panne sur l'autoroute, transformant ce qui aurait dû être une nuit de mardi tranquille en un chaos absolu. Le collègue de Sarah s'était à nouveau fait porter malade, la laissant s'occuper seule de 15 tables, tandis que le cuisinier, un homme capricieux nommé Eddie, prenait plaisir à crier ses ordres depuis la cuisine comme un sergent instructeur commandant ses troupes. Elle avait mal au bas du dos, une douleur familière qui était devenue sa compagne permanente, et ses pieds lui donnaient l'impression de marcher sur du verre brisé. Mais elle souriait quand même parce que c'est ce qu'on fait quand son salaire dépend des pourboires et que son hypothèque dépend de ce salaire. Le dernier client de la soirée franchit la porte au moment où Sarah commençait à retourner les chaises sur les tables. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge au-dessus de la caisse et réprima un soupir. L'heure de fermeture était déjà passée, mais la silhouette qui se tenait dans l'embrasure de la porte semblait si frêle et perdue qu'elle ne put se résoudre à le renvoyer. C'était un homme âgé, probablement octogénaire, aux cheveux argentés, ébouriffés, comme s'il venait de traverser la tempête qui faisait rage dehors. Ses vêtements étaient trempés, et il serrait contre sa poitrine une mallette en cuir usé comme si elle contenait la chose la plus précieuse au monde. Les yeux de l'homme parcoururent le restaurant avec un mélange de confusion et de désespoir qui fit se serrer le cœur de Sarah. Elle avait déjà vu ce regard dans les yeux de son propre père pendant ces dernières années, lorsque le monde était devenu trop grand et trop effrayant pour qu'il puisse s'y retrouver seul. Sans hésiter, elle se dirigea vers la porte et le guida doucement vers une banquette au fond, loin des lumières fluorescentes qui clignotaient par intermittence au-dessus du comptoir. Il s'appelait Harold Whitmore, et tandis que Sarah lui versait une tasse de café, les mains légèrement tremblantes de fatigue, il commença à lui raconter une histoire qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Au début, il parlait par bribes, ses mots se bousculant les uns les autres, comme si son esprit avait du mal à suivre le rythme de ses souvenirs. Il avait été avocat, dit-il, un avocat prospère qui avait bâti une carrière s'étendant sur 3 décennies. Il avait représenté tout le monde, des propriétaires de petites entreprises qui se battaient contre les compagnies d'assurance aux familles qui naviguaient dans les complexités de la planification successorale. Mais maintenant, expliqua Harold, les larmes aux yeux, il était perdu à plus d'un titre. Sa femme, avec qui il avait partagé 57 ans de sa vie, était décédée 6 mois plus tôt et sans sa présence rassurante, le monde était devenu un labyrinthe incompréhensible. Il essayait de rentrer chez lui depuis le cabinet de son avocat, situé à l'autre bout de la ville, lorsque la tempête s'était abattue, mais il s'était perdu. Sa voiture était tombée en panne à des kilomètres de tout endroit familier et il avait marché pendant ce qui lui avait semblé être des heures avant de tomber sur la lueur chaleureuse du Murphy's Diner. Sarah l'écoutait avec la patience de quelqu'un qui comprend que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à une autre personne est simplement de lui offrir un espace où elle peut être entendue. Elle lui a resservi 3 fois du café et lui a apporté une part de tarte aux pommes qu'Eddie avait gardée pour l'équipe du matin, disant à Harold que c'était offert par la maison lorsqu'il a sorti son portefeuille avec des mains tremblantes. Tandis que le vieil homme mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'un souvenir, il a continué à partager. Il a reconstitué son histoire. Il n'avait plus de famille, lui a-t-il dit. Il n'avait ni enfants, ni frères et sœurs, ni cousins qui prenaient la peine de l'appeler. Son cabinet d'avocat était son héritage, mais même celui-ci était en train de s'effondrer. Ses associés le poussaient depuis des mois à prendre sa retraite en raison de ses trous de mémoire de plus en plus fréquents et de sa tendance à perdre des documents importants. Ce matin-là, il avait rencontré ses clients pour leur présenter de jeunes avocats, une conversation qui lui avait donné l'impression d'être une relique d'une époque révolue. La mallette qu'il serrait si fort contenait les vestiges de sa vie professionnelle. Des documents juridiques, des dossiers et quelques souvenirs personnels qu'il ne pouvait se résoudre à laisser dans le bureau qui allait bientôt appartenir à quelqu'un d'autre. Parmi ces papiers se trouvait quelque chose qu'il décrivait comme son bien le plus précieux, mais il en parlait en termes si énigmatiques que Sarah ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Sarah se surprit à s'intéresser sincèrement à l'histoire d'Harold. Il y avait quelque chose dans sa dignité tranquille,
dans la façon dont il s'excusait de la retenir alors même qu'elle lui assurait que cela ne la dérangeait pas, qui lui rappelait son propre père. Elle appela son responsable pour lui expliquer la situation, sachant que rester après la fermeture était contraire à la politique de l'entreprise, mais incapable de se soucier des conséquences potentielles. Certaines choses étaient plus importantes que les règles. Lorsque Harold eut enfin fini sa tarte et vidé sa dernière tasse de café, Sarah l'aida à appeler un taxi. Elle attendit avec lui près de la fenêtre, regardant la pluie continuer à marteler le parking vide, tandis qu'il somnolait par intermittence dans la banquette. Le chauffeur de taxi, qui finit par arriver, était bourru et impatient, clairement agacé d'avoir été appelé par un temps pareil pour ce qu'il supposait être une course courte et peu rentable. Sarah les regarda s'éloigner à travers la vitre striée de pluie, le visage pâle d'Harold visible à travers la lunette arrière, jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent dans l'obscurité. Elle finit de fermer le restaurant seule, ses gestes mécaniques, alors qu'elle essuyait les tables et comptait la caisse. Quelque chose dans sa rencontre avec Harold avait réveillé des émotions qu'elle pensait avoir enfouies depuis des années. La solitude dans ses yeux, la façon dont il s'était accroché à cette mallette comme à une ancre dans une tempête, la gratitude dans sa voix lorsqu'elle avait simplement écouté son histoire sans jugement ni précipitation. Cela lui rappela toutes les fois où elle s'était sentie invisible, ignorée, considérée comme une simple serveuse, parmi d'autres dans un monde qui semblait juger les gens sur la base de leur compte en banque plutôt que de leur cœur. Le lendemain matin fut gris et pluvieux, prolongeant la morosité de la nuit précédente qui semblait s'infiltrer dans les os de Sarah alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de travail. Elle avait à peine dormi, repassant dans sa tête sa conversation avec Harold et se demandant s'il était bien rentré chez lui. Le restaurant semblait différent, comme si la présence du vieil homme avait laissé une marque invisible sur les lieux qu'elle ne parvenait pas à effacer. L'affluence du petit déjeuner était typique d'un mercredi matin avec des ouvriers du bâtiment qui prenaient rapidement un café et des œufs avant de se rendre sur leur chantier, et des employés de bureau qui préféraient les portions généreuses de Murphy au latte hors de prix du café branché en bas de la rue. Sarah accomplissait sa routine avec une aisance acquise par l'habitude, mais une partie de son attention continuait de se porter vers la table où Harold s'était assis, s'attendant presque à voir sa silhouette frêle apparaître parmi les visages familiers de ses clients réguliers. Il était un peu plus de 10 heures lorsque la porte sonna, interrompant les conversations de tous les clients du restaurant. Un homme vêtu d'un costume charbon de bois coûteux franchit l'entrée, ses chaussures en cuir ciré claquant avec autorité sur le linoléum. Il se déplaçait avec l'assurance que l'argent et l'éducation ont tendance à cultiver, et son regard balayait la salle avec l'air calculateur de quelqu'un habitué à prendre le contrôle de toute situation qu'il rencontrait. L'homme s'approcha du comptoir où Sarah remplissait les distributeurs de sucre, l'air sérieux mais pas désagréable. Quand il demanda à parler à Sarah Jones, elle sentit son estomac se nouer, envahie par cette peur familière qui accompagnait les visites officielles inattendues. D'après son expérience, les hommes en costume coûteux apportaient rarement de bonnes nouvelles à des gens comme elle. Elle acquiesça lentement, confirmant son identité, tout en passant mentalement en revue une liste de problèmes potentiels. Avait-elle fait quelque chose de mal en restant tard avec Harold? Avait-elle enfreint une règle sans le savoir? L'homme se présenta comme James Mitchell, associé principal chez Mitchell, Harrison et Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. Sarah reconnut le nom grâce aux publicités qu'elle avait vues à la télévision. C'était le genre d'avocats qui s'occupèrent des affaires de clients fortunés et facturaient plus par heure qu'elle ne gagnait en un mois. Sa confusion s'intensifia lorsqu'il lui demanda s'il pouvait parler en privé, lui indiquant d'un geste une cabine vide avec la même autorité qu'il utilisait probablement dans les salles de réunion et les tribunaux. Alors qu'ils s'asseyaient, face à face, Sarah tripotait nerveusement son bloc de commande tandis que James Mitchell ouvrait un porte-documents en cuir qui semblait coûter plus cher que son loyer mensuel. Le contraste entre eux était frappant et inconfortable, comme deux personnes issues de mondes complètement différents qui avaient été réunies par un accident cosmique. Elle attendit qu'il parle, son esprit passant en revue toutes les possibilités, des plus banales aux plus catastrophiques. Ce que James Mitchell lui dit ensuite allait bouleverser toutes ses convictions sur la gentillesse, la générosité et la manière imprévisible dont un simple acte de compassion peut avoir des répercussions insoupçonnées à travers l'univers. Harold Whitmore s'était éteint paisiblement dans son sommeil quelques heures après avoir quitté le Murphy's Diner, expliqua James Mitchell avec la douce précision de quelqu'un qui avait déjà annoncé d'innombrables fois des nouvelles difficiles. Le vieil homme était rentré chez lui sain et sauf grâce à la gentillesse de Sarah et avait passé ses dernières heures dans le confort de son propre lit plutôt que perdu et seul dans une rue détrempée par la pluie.
Mais ce n'était pas pour cela que l'éminent avocat était assis en face d'elle dans une banquette en vinyle qui avait probablement vu plus de chagrin et de célébration que la plupart des églises. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux tandis qu'elle assimilait la nouvelle. Elle connaissait Harold depuis moins de 3 heures, mais quelque chose dans sa douce vulnérabilité avait touché une partie de son cœur qu'elle gardait habituellement soigneusement protégée. Le fait de savoir qu'il était mort seul, malgré son petit geste de compassion, lui pesait sur la poitrine. James Mitchell fouilla dans son portefeuille et en sortit une épaisse enveloppe en papier craft, ses gestes étant délibérés et mesurés. Harold Whitmore, expliqua-t-il, était bien plus qu'un simple avocat à la retraite aux prises avec la solitude et la confusion. Il avait été l'un des associés fondateurs du cabinet Whitmore, Stevens et Gray, qui avait discrètement amassé une fortune considérable au fil des décennies en représentant certaines des entreprises les plus prospères et des familles les plus en vue de la région. Malgré son apparence modeste et sa désorientation évidente la veille au soir, Harold valait bien plus que ce que l'on aurait pu imaginer. La mallette qu'il avait serrée si protectivement ne contenait pas seulement des documents juridiques et des souvenirs sentimentaux. Caché parmi les papiers se trouvait le testament d'Harold, un document qu'il avait mis à jour quelques semaines avant sa mort, dans un moment de lucidité dont ses associés n'avaient pas eu connaissance. Ce testament allait désormais bouleverser complètement la vie de Sarah, d'une manière qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. Sarah fixait l'enveloppe dans les mains de James Mitchell, son esprit luttant pour comprendre les implications de ce qu'il lui disait. Elle avait grandi dans un monde où les gens riches existaient dans les magazines et les émissions de télévision, pas dans les banquettes en vinyle usé du Murphy's Diner. L'idée qu'elle ait pu servir du café à quelqu'un de très fortuné sans s'en rendre compte semblait impossible, comme quelque chose qui arrivait à d'autres personnes dans les histoires qu'elle lisait dans les journaux jetés pendant ses pauses. Le testament d'Harold, poursuivit James Mitchell, contenait une disposition qui avait surpris même les avocats chevronnés de son cabinet. En plus de dons substantiels à diverses organisations caritatives et d'un legs généreux à la bibliothèque locale où il avait passé d'innombrables heures après la mort de sa femme, Harold avait désigné une somme importante pour ce qu'il appelait « un ange qui était apparu quand j'avais le plus besoin d'elle ». La description était vague, mais la note qui l'accompagnait indiquait clairement qu'il faisait référence à la serveuse du Murphy's Diner qui lui avait témoigné de la gentillesse pendant ses dernières heures. Le montant mentionné dans le testament fit trembler les mains de Sarah alors qu'elle agrippait le bord de la table. Il était plus que suffisant pour rembourser son hypothèque ou prendre des vacances qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. C'était une somme qui allait changer sa vie, le genre de somme qui pouvait transformer son existence, passant d'une lutte quotidienne pour survivre à quelque chose qui s'apparentait à une véritable sécurité. Elle pouvait quitter son deuxième emploi à la supérette. Elle pouvait enfin obtenir les soins médicaux dont son dos douloureux avait besoin depuis des années. Elle pouvait aider sa fille à rembourser ses prêts étudiants et peut-être même rendre visite à ses petits-enfants plus d'une fois par an. Mais le dernier cadeau d'Harold ne se limitait pas à une simple générosité financière. James Mitchell expliqua que le vieil homme avait également laissé des instructions détaillées sur la manière dont le legs devait être géré. Il voulait que Sarah comprenne qu'il ne s'agissait pas de charité ou de pitié, mais de la reconnaissance de quelque chose de précieux qui était devenu de plus en plus rare dans son expérience. Dans un monde devenu froid et impersonnel, où les gens se croisaient sans se regarder dans les yeux et où la gentillesse était souvent considérée avec suspicion, Sarah avait offert quelque chose d'inestimable à un étranger qui en avait le plus besoin. Le testament comprenait une lettre qu'Harold avait écrite de sa main tremblante et soignée pendant ses dernières heures. James Mitchell l'a remis à Sarah avec le respect habituellement réservé aux documents sacrés. Le papier était de couleur crème et épais, le genre de papier à lettres qui témoignait de l'attention portée aux détails et au cérémonial par une autre génération. Le nom de Sarah était écrit sur le devant dans l'écriture incertaine d'Harold, chaque lettre formée avec le soin délibéré de quelqu'un qui lutte contre la perte de ses capacités motrices. Lorsque Sarah déplia la lettre, elle pouvait presque entendre la voix douce d'Harold prononcer les mots qui remplissèrent la page. Il la remerciait non seulement pour le café et la tarte, même si ces simples gestes avaient compté pour lui plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il la remerciait de l'avoir écouté sans le juger lorsqu'il divaguait sur ses peurs et sa confusion. Il la remerciait de l'avoir traité avec dignité alors qu'il avait l'impression que le monde avait décidé qu'il n'avait plus d'importance. Mais surtout, il la remerciait de lui avoir rappelé que la gentillesse existait encore dans les coins du monde où on s'y attendait le moins, mais où on en avait le plus besoin. Harold écrivait qu'il avait passé les derniers mois de sa vie à se sentir invisible, mis de côté par des collègues plus jeunes qui le considéraient comme un obstacle au progrès et rejeté par une société qui avait peu de patience pour les personnes âgées et infirmes.
Mais Sarah le considérait comme une personne digne de respect et d'attention, non pas en raison de ses réalisations professionnelles ou de sa situation financière, mais simplement parce qu'il était un être humain qui avait besoin d'aide. Cette reconnaissance, écrivait-il, lui avait apporté la paix dans ses dernières heures et lui avait permis de mourir en sachant qu'il existait encore des gens dans le monde qui comprenaient la véritable valeur de la compassion. La lettre se terminait par l'espoir d'Harold que Sarah utiliserait son don non seulement pour améliorer sa propre situation, mais aussi pour continuer à répandre la gentillesse dont elle avait fait preuve à son égard. Au cours de leur conversation, il avait remarqué qu'elle possédait une qualité rare, celle d'une empathie sincère, la capacité de voir au-delà des apparences pour découvrir la personne qui se cachait derrière. Il voulait qu'elle sache que cette qualité était inestimable et que son legs était autant un investissement dans son caractère qu'une récompense pour ses actions. James Mitchell regarda patiemment Sarah lire la lettre à 2 reprises, les larmes coulant sur ses joues et tombant sur la table en formica usé. Quand elle leva enfin les yeux, son expression était un mélange de gratitude, d'incrédulité et d'émotions débordantes qui rappela à l'éminent avocat pourquoi il avait choisi d'exercer le droit. C'était à cela que ressemblait la justice lorsqu'elle fonctionnait comme elle le devait, lorsque les bonnes personnes étaient récompensées pour leur bonté et que l'univers équilibrait parfois la balance en faveur de ceux qui le méritaient le plus. Les détails pratiques du legs d'Harold prendraient plusieurs semaines à finaliser, expliqua James Mitchell, mais il voulait que Sarah soit immédiatement informée afin qu'elle puisse commencer à planifier les changements qui allaient survenir dans sa vie. Il y aurait des documents à signer et des procédures à suivre, mais rien de compliqué ni de fastidieux. Harold avait été méticuleux dans sa planification, s'assurant que son dernier cadeau parvienne à Sarah avec un minimum d'interférences bureaucratiques. Alors que l'avocat s'apprêtait à partir, il mentionna un dernier détail sur lequel Harold avait insisté. En plus du legs financier, Sarah hériterait de la collection de livres en édition originale d'Harold, des recueils de poésie et de philosophie qu'il avait si soutenus pendant les périodes les plus solitaires de son veuvage. Harold avait noté dans son testament que Sarah possédait une âme réfléchie qui saurait apprécier la sagesse contenue dans ses pages, et il voulait qu'elle trouve un foyer auprès de quelqu'un qui les chérirait comme il se doit. Le poids du dernier geste d'Harold s'abattit sur Sarah comme une couverture chaude par une nuit froide, l'enveloppant d'un réconfort qu'elle ne pensait plus jamais ressentir. Alors que James Mitchell rassemblait ses papiers et se préparait à partir, le restaurant autour d'eux semblait s'estomper, comme si l'univers lui-même reconnaissait le profond changement qui venait de se produire dans son petit coin d'existence. Les sons familiers des couverts qui s'entrechoquaient et des conversations étouffées devinrent une symphonie lointaine. La musique de fond d'un moment qui allait diviser sa vie en 2 chapitres distincts, avant et après. Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle pliait soigneusement la lettre d'Harold, traitant chaque pli comme un rituel sacré. Le papier semblait épais entre ses doigts, un lien tangible avec un homme dont la brève présence dans sa vie avait réussi à en modifier toute la trajectoire. Elle repensa à toutes ces nuits où elle était restée éveillée à calculer ses factures, à rationner ses médicaments pour les faire durer plus longtemps, à choisir entre les courses et l'essence. Ces heures d'insomnie et d'inquiétude lui semblaient désormais être des souvenirs de la vie de quelqu'un d'autre, aussi lointains et irréels que des rêves d'enfance. Elle ne manqua pas de remarquer l'ironie du fait que le plus beau cadeau d'Harold n'était pas son argent, même si la sécurité financière allait transformer son quotidien d'une manière qu'elle commençait seulement à comprendre. Son véritable héritage était de lui avoir rappelé qu'un simple moment de connexion humaine authentique pouvait avoir des répercussions qui défiaient toute logique et toute attente. Elle ne lui avait offert rien de plus que ce que toute personne décente devrait offrir à un autre être humain en détresse, mais d'une certaine manière, ce simple acte de décence avait été suffisamment rare dans son expérience pour justifier une gratitude aussi extraordinaire. James Mitchell s'arrêta au bord de la cabine, son attitude professionnelle s'adoucissant alors qu'il observait la gamme d'émotions qui se jouait sur le visage de Sarah. Au cours de ses 30 années de pratique du droit, il avait été témoin d'innombrables moments où des vies avaient radicalement changé. Généralement à cause de l'accumulation ou de la perte de richesse, de la résolution de conflits amers ou des conséquences de mauvaises décisions. Mais ce moment particulier avait quelque chose de différent, quelque chose qui lui rappelait pourquoi il avait initialement choisi de poursuivre la justice plutôt que le simple profit. Il connaissait Harold Whitmore depuis plus de 10 ans et avait géré ses affaires juridiques avec l'attention méticuleuse qu'un client aussi distingué méritait. Mais l'Harold qu'il avait connu dans les salles de conférence et les bureaux formels était un homme complètement différent de l'âme vulnérable que Sarah avait rencontrée cette nuit-là.
L'Harold, qui s'était assis de l'autre côté de la table en acajou pour discuter de la planification successorale et des acquisitions d'entreprises, avait conservé la dignité posée de quelqu'un habitué à être traité avec déférence et respect. L'Harold, qui était entré en titubant dans le Murphy's Diner, avait été dépouillé de toute prétention, réduit au besoin humain fondamental de compassion et de compréhension. James Mitchell comprit que cette transformation avait révélé quelque chose de profond sur ces deux êtres humains. La volonté d'Harold de se montrer vulnérable dans ces dernières heures avait permis à sa vraie nature d'émerger, cet esprit généreux qui avait été soigneusement dissimulé derrière des décennies de convenances professionnelles. Et la réaction instinctive de Sarah, face à cette vulnérabilité, avait démontré le genre de caractère qui ne s'apprend pas à l'école et ne s'acquiert pas par l'expérience. Cela faisait simplement partie de sa personnalité, aussi naturelle et inconscient que respirée. L'avocat fouilla dans sa mallette et en sortit une carte de visite qu'il posa délicatement sur la table à côté des mains jointes de Sarah. Ses coordonnées étaient de gravées dans une écriture élégante qui évoquait la tradition et la fiabilité, le genre de cabinet qui avait représenté des familles à travers des générations de triomphes et de tragédies. Il lui expliqua qu'elle pouvait l'appeler dès qu'elle serait prête à entamer la procédure de réclamation de l'héritage d'Harold, mais qu'il n'y avait aucune urgence. Les rouages de la procédure judiciaire tourneraient à leur rythme, lui laissant le temps d'assimiler l'ampleur de ce qui venait de se passer. Alors que James Mitchell se dirigeait vers la porte, ses pas résonnant différemment maintenant que la foule du petit déjeuner s'était réduite à une poignée de clients attardés, Sarah resta assise dans la cabine où sa vie venait d'être réécrite. Le siège en vinyle, qui avait accueilli d'innombrables conversations entre des inconnus, lui semblait désormais être un trône. L'endroit où elle avait reçu la nouvelle qui lui permettrait d'arrêter de simplement survivre et de commencer à vivre réellement. Ses collègues avaient commencé à remarquer la scène inhabituelle qui se déroulait dans la banquette du fond. Leurs regards curieux se mêlaient à ce genre de spéculations qui surgissent inévitablement lorsque des personnes à l'allure officielle apparaissent dans des endroits où elles n'ont pas leur place. Eddie sortit de la cuisine, son tablier éternellement taché de graisse noué autour de sa taille imposante. Il s'approcha avec la prudence de quelqu'un qui avait été témoin de suffisamment de drames pour en reconnaître les premiers signes avant-coureurs. Sarah leva les yeux vers lui, les yeux encore brillants de larmes non versées, mais son expression rayonnait d'une lumière qui n'était pas là une heure plus tôt. Eddie avait travaillé à ses côtés pendant près de 15 ans, avait été témoin de ses luttes silencieuses et de ses petites victoires, l'avait vu se traîner au travail les jours où son corps réclamait du repos et son esprit implorait un répit. Il connaissait le regard de quelqu'un qui portait un fardeau trop lourd pour une seule personne et il reconnaissait son absence sur son visage à présent. Sarah raconta son histoire par bribes, chacune plus incroyable que la précédente. L'arrivée inattendue d'Harold, leur conversation qui s'était prolongée tard dans la nuit, son décès paisible, et maintenant cet héritage impossible qui semblait défier toutes les règles du fonctionnement du monde. Eddie écoutait avec l'attention sceptique de quelqu'un qui avait entendu trop d'histoires de richesses faciles et de miracles pour les accepter telles quelles, mais la sincérité évidente de Sarah finit par avoir raison de son cynisme naturel. D'autres membres du personnel s'approchèrent à mesure que la nouvelle se répandait dans le réseau informel de communication du restaurant, ce système invisible de chuchotements et de regards significatifs qui permettait à chacun de se tenir informé des événements importants dans la vie des autres. Maria, l'hôtesse de jour qui travaillait chez Murphy depuis presque aussi longtemps que Sarah, tira une chaise avec l'aisance de quelqu'un qui avait partagé d'innombrables pauses et crises personnelles. Tommy, le plus jeune serveur, se tenait à l'écart du groupe, les yeux écarquillés, reflétant son étonnement à l'idée que les contes de fées puissent parfois s'immiscer dans la réalité banale de leur quotidien. La discussion qui s'ensuivit était un mélange de célébration et de préoccupations pratiques, le genre de conversation qui a lieu lorsque des personnes qui ont connu de réelles difficultés se retrouvent soudainement face à la possibilité d'une véritable prospérité. Ils parlèrent de ce que Sarah pourrait faire grâce à sa nouvelle sécurité. Des petits luxes et des améliorations majeures qui étaient encore des rêves impossibles quelques heures auparavant. Mais ils parlèrent également de la responsabilité qui accompagnait un cadeau aussi inattendu, de la façon dont le dernier geste d'Harold avait créé une obligation d'honorer sa mémoire à travers ses choix. Sarah se surprit à penser à sa fille, Jessica, qui peinait à terminer sa 2e année de médecine tout en travaillant la nuit à la cafétéria d'un hôpital pour payer ses manuels et son loyer. Les appels téléphoniques à la maison étaient devenus de plus en plus tendus.
Jessica essayant de cacher son épuisement et Sarah essayant de dissimuler son incapacité à fournir le soutien qu'une mère souhaite apporter à son enfant. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, Sarah pouvait imaginer appeler Jessica pour lui annoncer une bonne nouvelle, au lieu de lui dire avec des mots soigneusement choisis que tout finirait par s'arranger. Son fils, Michael, était confronté à ses propres défis en tant que père célibataire essayant de concilier un travail exigeant dans le bâtiment avec les besoins de ses deux jeunes enfants. Les petits-enfants de Sarah, âgés de 6 et 9 ans, s'étaient habitués à recevoir des cartes d'anniversaire accompagnées de modestes chèques au lieu des généreux cadeaux que leurs amis recevaient de leurs grands-parents plus aisés. L'idée de pouvoir contribuer de manière significative à leur fonds d'études universitaires, de les emmener en vacances, plutôt que de simples excursions dans des musées gratuits, la remplissait d'une joie si intense qu'elle en était presque bouleversante. Mais le changement le plus profond serait peut-être dans sa propre existence quotidienne, la simple possibilité de faire des choix en fonction de ses préférences plutôt que de ses besoins. Elle pourrait enfin s'occuper de la douleur chronique qui était devenue sa compagne constante, se faire soigner par des spécialistes plutôt que de compter sur des médicaments en vente libre et sa seule détermination. Elle pourrait remplacer sa vieille voiture par un véhicule fiable, déménager dans un appartement sans mur fin et sans chauffage aléatoire, faire ses courses sans calculer chaque achat par rapport à son budget restant. L'heure du déjeuner approchait et Sarah se rendit compte qu'elle devait retourner à ses tables, reprendre la routine qui avait défini sa vie pendant tant d'années. Mais tout semblait différent maintenant, comme si elle jouait dans une pièce dont le scénario avait été secrètement réécrit pendant qu'elle ne regardait pas. Le poids familier de la cafetière dans sa main, le sourire habituel qu'elle offrait aux nouveaux clients, les réponses automatiques qu'elle donnait aux questions habituelles sur les plats du jour, tout cela lui semblait être les actions d'une autre personne, quelqu'un qui appartenait à son ancienne vie. La mallette d'Harold contenait plus que des documents juridiques et des souvenirs sentimentaux, avait mentionné James Mitchell presque en passant. Parmi les papiers se trouvaient des photographies de la jeunesse d'Harold, des images de lui avec sa femme bien-aimée au cours de leur première décennie ensemble, des photos du cabinet d'avocats qu'il avait bâti à partir de rien et qui était devenu une entreprise importante et respectée. Il y avait également des notes manuscrites sur les affaires qu'il avait traitées, les clients qu'il avait aidés, les moments où ses compétences professionnelles avaient véritablement changé la vie des gens. Sarah comprenait maintenant que l'héritage d'Harold ne visait pas seulement à récompenser sa gentillesse, même si cela avait certainement fait partie de sa motivation. Il s'agissait également de garantir que l'œuvre de sa vie se poursuive sous une forme ou une autre, que les valeurs qu'il avait essayé de défendre tout au long de sa carrière trouvent de leur expression à travers quelqu'un qui incarnait ces mêmes principes. Il avait reconnu en elle quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas pleinement reconnu en elle-même, une capacité à faire preuve de la générosité qui rend la civilisation possible. L'après-midi s'écoula au rythme familier des recharges de café et des commandes, mais Sarah accomplit ses tâches avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. Les clients remarquèrent le changement dans son attitude. La façon dont son sourire semblait provenir d'un endroit plus profond que le simple devoir professionnel. Les habitués qu'il avait de vue traverser des périodes difficiles commentèrent l'éclat de ses yeux, le ressort dans sa démarche qui suggérait qu'il s'était passé quelque chose de merveilleux. À l'approche de la fermeture, alors que Sarah commençait sa routine de fin de service, elle se surprit à regarder le Murphy's Diner d'un œil différent. Cet endroit avait été son deuxième foyer pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, la scène où elle avait joué le drame quotidien de joindre les deux bouts tout en conservant sa dignité et sa grâce sous la pression. Bientôt, si elle le souhaitait, elle pourrait tout quitter, laisser derrière elle ses pieds endoloris et ses clients exigeants sans jamais se retourner. Mais la lettre d'Harold suggérait autre chose, laissant entendre que son don pour la compassion était trop précieux pour être gaspillé dans une vie de loisirs. Elle commença à imaginer d'autres possibilités, des façons d'utiliser cet héritage non seulement pour améliorer sa propre situation, mais aussi pour créer des opportunités pour d'autres personnes qui se trouvaient dans des situations similaires à la sienne. Une idée commença à germer dans son esprit. Une vision de la façon dont le dernier geste d'Harold pourrait se propager comme des ondulations à la surface d'un étang, touchant des vies d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. L'idée qui commença à prendre forme dans l'esprit de Sarah était à la fois audacieuse et parfaitement logique, le genre de projet qui ne pouvait émerger que de quelqu'un qui avait connu à la fois le désespoir et l'espoir. Elle imagina une fondation, modeste au départ, mais qui grandirait avec le temps, dédiée à soutenir les personnes prises entre dignité et nécessité. Pas le genre d'organisme caritatif qui distribue des chèques avec des sourires condescendants, mais quelque chose qui reconnaît la valeur intrinsèque des individus qui ont simplement besoin d'un pont pour franchir les gouffres inattendus de la vie.
Alors qu'elle essuyait la dernière table de son service, l'imagination de Sarah peignait des images de ce que pourrait devenir l'héritage d'Harold. Des fonds d'urgence pour les mères célibataires menacées d'expulsion, des bourses pour les étudiants dont les rêves dépassaient leurs comptes bancaires, des subventions pour les propriétaires de petites entreprises dont les idées méritaient une chance de s'épanouir. Elle pensa à tous les clients qu'elle avait servis au fil des ans, ceux qui comptaient 2 fois leur monnaie avant de commander un café, ceux qui partagèrent leur repas pour faire durer leur argent, ceux dont les yeux reflétaient le même désespoir silencieux qu'elle connaissait si bien. Le lendemain matin, une clarté qui la surprit par son intensité s'imposa à elle. Sarah se réveilla avant que son réveil ne sonne, l'esprit déjà envahi par des possibilités qui semblaient se cristalliser à chaque heure qui passait. Elle avait passé tant d'années à se concentrer sur les exigences immédiates de la survie que le luxe d'une planification à long terme lui semblait étranger et exaltant. Pour la première fois depuis des décennies, elle pouvait penser au-delà du prochain loyer à payer, au-delà de la prochaine facture médicale, au-delà de la nécessité écrasante de simplement survivre au quotidien. Son téléphone sonna alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de travail chez Murphy's, et la voix de Jessica traversa les kilomètres avec une fatigue qui fit mal au cœur à Sarah. Sa fille l'appelait depuis la salle de pause de l'hôpital pendant une brève pause entre ses services à la cafétéria et ses sessions d'études, volant quelques précieuses minutes pour prendre des nouvelles de sa mère avant de replonger dans les exigences implacables de la faculté de médecine. La conversation suivit son schéma habituel, fait d'omissions prudentes et de mensonges gentils, chacune protégeant l'autre du poids de ses difficultés. Mais aujourd'hui, Sarah se trouva sur le point de rompre leur accord tacite de maintenir une façade joyeuse. Le secret de l'héritage d'Harold lui brûlait la gorge comme des mots qui réclamaient d'être prononcés. Mais quelque chose la retenait. Peut-être était-ce l'ampleur du changement, la crainte que le fait de le dire à haute voix ne le fasse disparaître comme un rêve au réveil. Ou peut-être était-ce le désir de surprendre Jessica avec une nouvelle si extraordinaire qu'elle effacerait des mois d'inquiétude en un seul instant de pure joie. Au lieu de cela, Sarah écouta sa fille lui décrire son dernier stage dans le service de pédiatrie, la façon dont les enfants malades pouvaient vous briser le cœur et le réparer en même temps, la responsabilité écrasante d'apprendre à soigner alors que chaque erreur avait des conséquences qui allaient bien au-delà des résultats scolaires. La voix de Jessica était empreinte d'une passion qui rappelait à Sarah sa propre jeunesse, la femme qui croyait autrefois pouvoir changer le monde par de petits gestes de gentillesse envers chaque personne. La conversation s'est terminée par les promesses habituelles de s'appeler plus souvent et de prendre mieux soin d'elle-même, des engagements qu'elles savaient toutes deux difficiles à tenir compte, tenus de leur situation respective. Mais lorsque Sarah a raccroché, elle a ressenti une vague d'anticipation qui lui a fait trembler les doigts. Bientôt, très bientôt, elle serait en mesure d'offrir à Jessica quelque chose de plus substantiel qu'un soutien moral et des mots d'encouragement. Elle pourrait lui apporter une aide concrète qui permettrait à sa fille de se concentrer sur son objectif de devenir médecin. La matinée chez Murphy's se déroula avec son mélange habituel de routine et de chaos mineur, mais Sarah accomplit ses tâches avec un sourire secret que plusieurs clients remarquèrent. Madame Patterson, une cliente âgée qui commandait le même petit déjeuner tous les mardis et jeudis, remarqua que Sarah semblait avoir trouvé une sorte de fontaine de jouvence. L'équipe de construction qui occupait la grande banquette d'angle pendant sa pause plaisanta en disant qu'elle avait dû gagner au loto vu son entrain et la chaleur sincère de son rire. Leur plaisanterie était plus proche de la vérité qu'ils ne pouvaient l'imaginer, même si la manne providentielle de Sarah était venue par des voix bien plus significatives que le hasard. Elle se surprit à observer les visages autour d'elle avec un regard neuf, voyant au-delà des interactions superficielles les courants plus profonds d'espoir et de lutte qui sous-tendaient chaque conversation. L'homme d'affaires qui semblait toujours irrité par les petits retards, la jeune mère qui comptait 2 fois ses pourboires avant de les laisser sur la table, le vieil homme qui faisait durer sa tasse de café pendant 2 heures en lisant un roman de poche dont la reliure était fêlée. Chaque personne portait en elle sa propre version de l'histoire que Sarah connaissait si bien, la négociation quotidienne entre les rêves et les limites, entre ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes et leur famille, et ce que les circonstances leur permettaient. Elle commença à comprendre que le cadeau d'Harold n'était pas seulement une question d'argent, même si la sécurité financière allait transformer sa vie de multiples façons pratiques. Il s'agissait de la possibilité de sortir des limites étroites de la survie personnelle et de s'engager dans la communauté humaine au sens large à partir d'une position de force plutôt que de besoin. Pendant sa pause déjeuner, Sarah se rendit à la petite bibliothèque publique située à 3 pâtés de maison du restaurant, un modeste bâtiment en briques qui desservait le quartier depuis plus de 60 ans.
Elle y venait régulièrement lorsque ses enfants étaient petits, les emmenant à l'heure du conte et les aidant à découvrir la magie des livres qui pouvaient transporter les lecteurs dans des mondes très éloignés de leur appartement exigu. Mais les exigences de la vie s'étant intensifiées, ces visites étaient redevenues moins fréquentes, reléguées au rang de luxe qu'elle ne pouvait se permettre de privilégier. La bibliothécaire, Madame Rodriguez, l'a reconnue immédiatement malgré les années qui s'étaient écoulées depuis sa dernière visite. Leur conversation commença par les échanges polis habituels lors de telles retrouvailles, les nouvelles des progrès des enfants et les constatations sur la rapidité avec laquelle le temps semblait passer. Mais au fil de la conversation, Sarah s'est retrouvée entraînée dans une discussion sur les difficultés actuelles de la bibliothèque confrontée à des coupes budgétaires et à une réduction de ses programmes, et sur la manière dont les contraintes financières l'avaient contrainte à supprimer de nombreux services qui faisaient autrefois de ce bâtiment un véritable centre communautaire. Madame Rodriguez s'exprimait avec la frustration passionnée de quelqu'un qui comprenait la valeur de ce qui était en train de disparaître. Des programmes qui offraient des services de garde après l'école aux parents qui travaillaient, des cours d'informatique aux adultes qui cherchaient à améliorer leurs perspectives d'emploi, des cours d'alphabétisation aux immigrants qui apprenaient l'anglais comme deuxième langue. Le rôle de la bibliothèque, en tant que refuge pour les personnes qui n'avaient nulle part où aller pendant la journée, avait été discrètement érodé par des politiques qui mesuraient le succès en termes de statistiques de fréquentation plutôt qu'en termes d'impact humain. En écoutant Sarah, elle a senti pour la première fois concrètement comment l'héritage d'Harold pourrait s'exprimer à travers ses choix. Les bibliothèques avaient été son refuge pendant certaines des périodes les plus difficiles de sa vie. Des lieux où elle pouvait s'évader temporairement dans des histoires qui lui rappelaient les possibilités qui s'offraient à elle au-delà de sa situation immédiate. L'idée de restaurer une partie de ce qui avait été perdu, d'aider à reconstruire les liens communautaires qui rendèrent la survie moins isolante, correspondait parfaitement aux valeurs qu'Harold avait reconnues et récompensées en elle. L'après-midi, James Mitchell revint au Murphy's Diner, mais cette fois-ci, il arriva pendant l'heure de pointe du déjeuner plutôt que pendant les heures calmes du matin. Sarah le regarda se faufiler entre les tables avec la précision prudente de quelqu'un qui n'est pas habitué à des espaces aussi bondés, son costume coûteux attirant les regards curieux des clients qui rencontraient rarement des signes aussi évidents de réussite professionnelle dans leur établissement de quartier. Il portait un porte-documents en cuir qui semblait encore plus imposant que celui de leur précédente rencontre, et son expression suggérait que le legs d'Harold comportait des complexités qu'elle n'avait pas encore pleinement comprises. Ils trouvèrent une table tranquille dans un coin, la même où Harold s'était assis 2 nuits plus tôt, et James Mitchell commença à exposer les étapes pratiques nécessaires pour transformer les généreuses intentions d'Harold en réalité concrète. Il expliqua que le processus prendrait plusieurs semaines, impliquant des formalités administratives à remplir auprès de divers organismes gouvernementaux et institutions financières. Les actifs d'Harold étaient de considérables et diversifiés, répartis sur plusieurs comptes et véhicules d'investissement qui reflétaient des décennies de planification financière minutieuse. La part destinée à Sarah représentait une fraction importante mais gérable de sa succession totale, structurée de manière à minimiser les implications fiscales tout en maximisant son accès aux fonds. Mais la révélation la plus intrigante est venue lorsque James Mitchell a décrit les dispositions supplémentaires qu'Harold avait incluses dans son testament final. Au-delà du legs direct à Sarah, il avait créé une fondation caritative dont elle serait la principale administratrice si elle choisissait d'accepter cette responsabilité. La fondation serait financée par une dotation substantielle et disposerait d'un large pouvoir discrétionnaire pour soutenir des causes correspondant aux valeurs d'Harold en matière de compassion, d'éducation et de services communautaires. L'avocat observa attentivement la réaction de Sarah tandis qu'il lui expliquait la portée de ce qu'Harold avait envisagé. Il ne s'agissait pas simplement de récompenser sa gentillesse individuelle, même si cela restait une composante importante de sa motivation. Harold avait reconnu dans leur brève conversation que Sarah possédait la sagesse et le caractère nécessaires pour prendre des décisions sur la meilleure façon d'utiliser sa fortune au service du bien commun. La charte de la fondation était délibérément flexible, permettant de soutenir tout type d'initiative, de l'aide d'urgence individuelle aux initiatives communautaires de plus grande envergure. Harold avait joint des notes détaillées sur ses propres intérêts philanthropiques, les organisations qu'il avait discrètement soutenues au fil des ans, les causes qui avaient retenu son attention et gagné son respect.
Mais il avait également clairement indiqué que Sarah devait se sentir libre de poursuivre sa propre vision de la manière dont la générosité pouvait répondre le plus efficacement aux besoins qu'elle rencontrait dans sa vie quotidienne. Sarah se sentait dépassée par l'ampleur de la responsabilité qui lui était confiée, passant du statut de personne qui luttait pour joindre les deux bouts à celui de personne chargée de distribuer des ressources substantielles à d'autres personnes dans le besoin. Elle ne manqua pas de remarquer l'ironie du fait que le dernier cadeau d'Harold l'obligerait à acquérir des compétences et des connaissances dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant, à se familiariser avec les stratégies d'investissement et les procédures d'octroi de subventions, ainsi qu'avec toutes les complexités bureaucratiques qui entouraient la philanthropie organisée. James Mitchell semblait percevoir son appréhension et la rassura en lui faisant part de ses décennies d'expérience dans l'accompagnement de clients lors de transitions importantes dans leur vie. Harold avait anticipé que Sarah pourrait se sentir mal préparée à assumer de telles responsabilités et avait prévu un soutien complet de la part de l'équipe de conseillers financiers et juridiques de son cabinet. Elle n'aurait pas à relever seule ces nouveaux défis, et la courbe d'apprentissage pourrait être aussi progressive qu'elle le souhaitait. La conversation s'est poursuivie pendant plus d'une heure, couvrant des détails allant de la logistique pratique à des questions philosophiques sur les moyens les plus efficaces d'aider les autres, sans créer de dépendance ni porter atteinte à leur dignité. Sarah s'est surprise à repenser à ses années d'expérience en tant que bénéficiaire de diverses formes d'aide, à la façon dont certaines approches l'avaient responsabilisée tandis que d'autres l'avaient subtilement démoralisée. Elle comprenait d'expérience que la différence ne résidait souvent pas dans l'ampleur de l'aide apportée, mais dans l'attitude avec laquelle elle était offerte. La meilleure aide était celle qui était apportée sans jugement ni condescendance, en reconnaissant la valeur intrinsèque du bénéficiaire plutôt qu'en le traitant comme un objet de pitié. La fondation d'Harold pouvait fonctionner selon ses principes en offrant une aide qui préservait la dignité tout en répondant à des besoins réels. Alors que James Mitchell s'apprêtait à partir, il mentionna un dernier détail qu'Harold avait insisté pour inclure dans leur discussion. Le vieil homme avait passé une grande partie de son dernier jour à écrire des lettres qui devaient être remises après sa mort, des messages de gratitude à l'intention des personnes qui avaient marqué sa vie de manière significative. La plupart étaient adressés à des amis de la famille et à des collègues de travail, mais plusieurs étaient destinés à des personnes dont l'influence avait été plus subtile mais tout aussi importante. L'une de ces lettres était adressée à Eddie, le cuisinier bourru dont l'apparence grognonne cachait un cœur qui avait remarqué la détresse d'Harold et avait discrètement encouragé Sarah à passer tout le temps nécessaire pour le mettre à l'aise. Harold avait observé plus de choses pendant sa brève visite que quiconque ne l'avait réalisé, remarquant les petites attentions qui avaient créé une atmosphère dans laquelle un vieil homme confus et effrayé pouvait se sentir suffisamment en sécurité pour partager son histoire. Les lettres seraient remises au cours des jours suivants, expliqua James Mitchell, chacune accompagnée d'un modeste mais significatif gage de la gratitude d'Harold. Rien d'aussi substantiel que le legs de Sarah, mais suffisamment pour reconnaître que ces dernières heures avaient été façonnées par une communauté de personnes qui avaient choisi de le traiter avec compassion alors qu'elles auraient facilement pu le considérer comme un simple désagrément. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux en contemplant le dernier geste d'Harold, la façon dont il avait réussi à transformer ce qui aurait pu être une fin tragique en une affirmation de la bonté humaine. Son héritage ne se perpétuerait pas seulement à travers la fondation qui porterait son nom ou la sécurité financière qu'il avait assurée à sa famille. Il se perpétuerait à travers les répercussions de la reconnaissance, la façon dont ces lettres rappelleraient aux gens bienveillants que leurs actions comptaient, même lorsqu'elles semblaient passer inaperçues. Le reste de son service s'écoula dans un brouillard de tâches familières accomplies avec des émotions inhabituelles, des actions routinières imprégnées de la conscience que tout était sur le point de changer de manière à la fois merveilleuse et terrifiante. Sarah se surprit à regarder le Murphy's Diner avec la conscience douce amère de quelqu'un qui s'apprête à quitter la maison pour la première fois, appréciant les détails qu'elle avait pris pour acquis, tout en ressentant l'attrait des possibilités qui s'offraient à elle au-delà de ses murs. À l'approche de l'heure de fermeture, elle réalisa que sa décision concernant la fondation était déjà prise, cristallisée au cours de sa conversation avec James Mitchell d'une manière à la fois inévitable et surprenante. Harold avait vu en elle quelque chose qu'elle commençait seulement à reconnaître, une capacité de sagesse forgée par des années de lutte, mais tempérée par une croyance inébranlable en la bonté fondamentale de la nature humaine. Le lendemain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, le début d'un voyage qu'elle n'aurait pas pu imaginer quelques jours plus tôt.
Mais ce soir-là, alors qu'elle terminait ses dernières tâches dans ce qui avait été son deuxième foyer pendant tant d'années, Sarah ressentit une profonde gratitude, non seulement pour l'extraordinaire générosité d'Harold, mais aussi pour lui avoir rappelé qu'un simple moment de connexion authentique entre des inconnus pouvait réécrire la trajectoire de plusieurs vies d'une manière qui honorait les meilleures possibilités de ce que signifie être humain. Les semaines qui suivirent le décès d'Harold se confondirent dans une symphonie de paperasse, d'appels téléphoniques et de moments d'incrédulité face au fait qu'un changement aussi profond puisse découler d'un acte aussi simple de décence humaine. Sarah se retrouva à naviguer dans un monde qu'elle n'avait qu'effleuré de l'extérieur, rencontrant des conseillers financiers dans des bureaux aux parois de verre qui surplombèrent la ville où elle avait servi du café pendant près de 3 décennies. Chaque signature sur les documents juridiques lui donnait l'impression de s'éloigner de la femme qui comptait ses pièces de monnaie pour payer le bus et de se rapprocher d'une personne qu'elle apprenait encore à reconnaître. La fondation Harold Whitmore a officiellement vu le jour un mardi matin gris et banal, le genre de journée qui ne laissait rien présager de son importance historique dans le petit coin de l'univers où se déroulait l'histoire de Sarah. James Mitchell avait organisé la cérémonie de signature dans la salle de conférence de son cabinet, un espace dominé par des meubles en acajou et des peintures à l'huile représentant des hommes distingués dont les expressions sévères semblaient approuver la procédure depuis leur cadre doré. L'histoire de Sarah nous rappelle que la compassion n'est jamais vaine, qu'un simple geste de gentillesse peut transformer des vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Le dernier cadeau d'Harold n'était pas seulement de l'argent, c'était la preuve que la décence humaine a encore de l'importance dans un monde qui semble souvent froid et déconnecté. Parfois, l'univers conspire pour récompenser ceux qui choisissent l'amour plutôt que l'indifférence, la générosité plutôt que l'égoïsme. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit au pouvoir de la gentillesse et rappelez-vous que votre prochain acte de compassion pourrait bien tout changer.